Alors, la route de la soie au Moyen Âge, le Moyen Âge, c'est cette période, c'est une division de l'histoire qu'on a pensée au XIXe siècle. Alors, qui commence en 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident lorsque les Ostrogoths s'emparent et pillent la ville de Rome. Et donc, ne reste plus que l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle au XIXe siècle l'Empire byzantin. L'Empire romain d'Occident est envahi par des royaumes barbares qui donneront naissance eh bien, à nos pays d'Europe, la France, conquise par les Francs, l'Italie, l'Espagne, qui a été conquise par les Visigoths, etc. Et 1492, date de la découverte de l'Amérique. Et je dois dire que pour la route de la soie, eh bien, ces deux bornes chronologiques sont assez pertinentes. Alors, la route de la soie, c'est comme cette périodisation historique qu'on a inventée au XIXe siècle, l'Antiquité depuis la naissance de l'écriture, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Eh bien, la route de la soie, c'est aussi un concept inventé au XIXe siècle par ce géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, qui donc, a vécu de 1833 à 1905 et qui, pour désigner les itinéraires commerciaux anciens entre la Chine d'un côté et l'Europe de l'autre, en passant par l'Asie centrale, a parlé de route de la soie, avec en fait des marchandises qui ne sont pas que la soie, mais la soie est une des marchandises les plus marquantes parce que les Chinois eh bien, vont garder le secret de fabrication de la soie pendant longtemps. Je vais en reparler. Alors, le cadre géographique de ces itinéraires commerciaux, vous avez là la première carte à droite, réalisée de cette carte, de cette route de la soie dans le livre de Ferdinand von Richthofen. Donc, ça passe par l'Asie centrale. Alors, elle est difficile à lire, cette carte, car c'est une carte géologique, en fait. Les couleurs n'indiquent non pas réellement le relief, mais plutôt la nature des sols. Donc en vert, les zones alluviales autour du bassin de l'Indus et ici du bassin du Gange. En marron, les roches granitiques du massif de l'Himalaya. Et puis au-dessus, eh bien, les zones désertiques, les massifs désertiques du désert du Taklamakan et du désert de Gobi. Et puis ici, des zones steppiques. Alors, si l'on regarde mieux, eh bien, vous voyez, alors j'y reviens, vous voyez sur une carte en relief, alors ces routes de la soie, d'abord, il faut dire qu'elles relient la Chine à l'est, l'Europe, et il y a aussi des routes secondaires qui mènent à la péninsule indienne. Alors là, cette carte-là des foyers de population, c'est une carte actuelle, mais si la population a beaucoup augmenté à travers le temps, en revanche, la répartition de cette population, eh bien, elle est relativement stable. C'est-à-dire que l'est de la Chine, les bassins du fleuve jaune et du fleuve rouge, ici en haut le fleuve rouge, en bas le fleuve jaune, eh bien, ont été et restent des foyers de population importants. De même que la péninsule indienne est aujourd'hui un foyer de population important. C'était déjà le cas eh bien, dès le néolithique, même si, bien sûr, les densités étaient moindres. Et l'Europe, là aussi, est un foyer de population important, avec des zones, en revanche, quasiment désertiques entre ces grands foyers de population, l'Asie centrale, l'ouest de la Chine actuelle, avec ici le Xinjiang, peuplé de populations turcophones, les Ouïghours, et en dessous le Tibet. Et puis là, eh bien, l'est de l'Iran, là aussi une zone très aride et quasiment désertique. Et donc, vous avez ces itinéraires relativement stables, relativement stables depuis l'Antiquité. Vous voyez les itinéraires terrestres empruntés par ces marchands et aussi des itinéraires secondaires qui mènent vers la péninsule indienne, terrestre depuis la Chine ou depuis l'Iran. On contourne bien sûr les hauts plateaux de l'Himalaya, puisqu'on a des
des montagnes qui font jusqu'à 8000 mètres d'altitude, hein, donc 2 fois le Mont Blanc quand même. Hein. Et puis, on a aussi, sinon, eh bien, des itinéraires maritimes. Ce ne sera pas le cœur de cette conférence parce que c'est des routes, voilà, c'est des routes secondaires, on va dire, par rapport au grand itinéraire terrestre qui part de Chine, qui traverse l'Asie centrale et qui arrive en Europe, ou l'inverse. Hein. On peut partir d'Europe, aller jusqu'en Chine. Alors, pourquoi cette relative stabilité de ces itinéraires commerciaux? Bien parce qu'ils sont en grande partie contraints par le relief. Je vous ai dit, au sud, les hauts plateaux de l'Himalaya, avec des neiges éternelles. Hein, donc, on évite, bien sûr, ces hauts plateaux. Au centre, ici, eh bien, le désert du Taklamakan, un désert extrêmement aride. Au-dessus bien de cet itinéraire, la chaîne de montagnes du Tian Shan, hein, qui se termine par l'Altaï aussi, à gauche. Et puis, à l'ouest, les vastes steppes. Alors, concrètement, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le désert du Taklamakan. Hein, vous comprenez qu'on cherche à l'éviter. On est dans une zone extrêmement aride. Et eh bien, si l'on arrive à manquer d'eau ou à ne pas trouver de refuge face à la chaleur, on peut bien sûr mourir de soif dans ce désert. Hein, donc, on cherche à l'éviter. Les montagnes du Tian Shan, donc avec notamment le Khan Tengri, la plus haute montagne du Tian Shan, qui culmine à 7000 mètres et qui est pour les Mongols eh bien, un lieu sacré. Et là aussi, bien sûr, on cherche à éviter ces chaînes de montagnes, puisque évidemment, hein, grimper, redescendre, regrimper des montagnes, eh bien, ça n'est pas. Voilà, on cherche les itinéraires les plus simples. Si vous voulez. Et puis les chaînes de montagnes du Kunlun, qui sont les contreforts de l'Himalaya. Et donc, les commerçants hein, vont essayer de passer en contrebas, justement dans ces zones moins arides et en même temps moins accidentées. Des zones de steppe aussi, alors 2 grandes zones de steppe. La steppe occidentale, euh, qui va de l'est de l'Ukraine actuelle et au nord du Caucase jusqu'aux chaînes de montagnes de l'Altaï, et puis la steppe orientale qui eh bien, borde le désert de Gobi plus au nord. Désert là aussi très aride. Alors voilà, ces steppes, hein, ces grandes zones herbeuses, c'est le domaine des éleveurs nomades. C'est un sol qui est peu fertile, le sol des steppes, peu fertile, mais qui en revanche eh bien, présente de très vastes espaces pour l'élevage. Alors l'élevage de chameaux, le chameau est originaire d'Asie centrale, l'élevage de chevaux aussi bien sûr, l'élevage, pourquoi pas, de rennes. Et donc c'est à la fois des zones d'élevage et aussi le domaine de populations nomades, comme les Mongols, ou comme avant eux, eh bien, les populations Xiongnu, on a pu dont on pense qu'il s'agit des mêmes populations que les fameux Huns, donc des populations qui se déplacent essentiellement à cheval en utilisant l'arc. Alors la soie, je vous en parlais, 2 mots sur la soie, une des marchandises qui est échangée, la soie dont la Chine a longtemps gardé le secret jusqu'au XIIe siècle, eh bien en fait vient du ver à soie, qui, vous voyez, c'est ces petits vers qui se nourrissent de feuilles, les feuilles de mûrier, qui se transforment en chenilles en grandissant. Et lorsque ces chenilles eh bien, s'apprêtent à faire leur mue pour devenir des papillons, vous avez ici la dernière étape, des papillons, avant de devenir des papillons, elles se mettent dans une chrysalide, un cocon ici, et c'est à l'intérieur de ce cocon qu'elles se transforment en papillons. Lorsqu'elles sont papillons, elles se reproduisent. Elles ont un papillon, elles n'ont que 3 jours d'espérance de vie, en quelque sorte, pour pouvoir se reproduire. Et c'est en fait en récupérant ces chrysalides, ces cocons, eh bien, que l'on obtient la soie que l'on va, pour l'obtenir, tremper dans de l'eau. Ensuite, eh bien, une fois que ces cocons sont humides, on
il y a le filage, c'est-à-dire qu'on extrait des fils de soie, et puis on va les enrouler autour de bobines comme celle-ci, et ensuite bien les entrecroiser pour obtenir des tissus de soie de grande qualité, très brillants.